Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le fauteuil rouge de Frontières, un an après votre dernière venue chez nous. Aujourd'hui nous allons aborder de nombreux sujets, notamment cette terrible actualité qu'est l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal par le régime algérien. On apprend d'ailleurs à l'instant qu'il est sous un mandat de dépôt pour actes terroristes ou subversifs. Avant de commencer cet entretien, cependant, je tiens à rappeler à nos abonnés que nous avons lancé notre grande campagne de dons défiscalisés à 66% pour faire face aux nombreux procès que nous intentent SOS Racisme, le CCIF ou encore des avocats d'émeutiers. Vous pouvez nous soutenir, tous les liens sont dans la description. Également, sachez que jusqu'au 2 décembre, nous avons mis en place des offres spéciales d'hiver jusqu'à moins 70% de réduction sur nos abonnements et nos magazines. Merci à tous. Je reviens vers vous, Éric Zemmour. Vous le savez, vous êtes maintenant presque coutumier de l'exercice. Nous commençons traditionnellement ces entretiens par une citation. Celle-ci vient de Georges Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune. « La France ne sera méprisée dans le monde que lorsqu'elle aura finalement perdu l'estime d'elle-même. » Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, j'aimerais vous répondre par une autre citation, celle de Cioran, qui disait « Tant qu'une nation a conscience de sa supériorité, elle est féroce et respectée. Dès qu'elle ne l'a plus, elle s'humanise et ne compte plus. » Je pense que ça répond assez bien à votre phrase. En miroir, tout à fait. Alors pour commencer cet entretien, comme je vous le disais, je voudrais revenir sur cette terrible actualité qui nous a tous particulièrement marqués, spécialement à Frontières, l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal par le régime algérien d'Abdelaziz Tebboune. Vous qui avez largement contribué à la popularisation de Boualem Sansal en France, notamment auprès du public de droite, vous qui le connaissiez, comment avez-vous pris cette nouvelle sur le plan personnel ? Écoutez, je vais vous dire franchement, je l'ai prise comme un coup à l'estomac. Je connaissais Boualem Sansal, je ne le voyais pas aussi souvent que je l'aurais voulu et aimé d'ailleurs. Vous savez, j'ai raconté dans un de mes livres comment je l'avais rencontré. Je pense que ça peut amuser vos spectateurs. C'était il y a à peu près 10 ans, j'avais publié Le Suicide français et il était venu à Paris, il avait cherché à me rencontrer. Il avait demandé mon numéro de téléphone aux attachés de presse de son éditeur qui était alors Gallimard. Et les attachés de presse de Gallimard avaient refusé. Parce que, sans doute, me trouvaient-elles pas à leur goût. Et il s'était quand même débrouillé pour obtenir mon numéro de téléphone. Il m'avait appelé, on s'était retrouvés dans un café pas loin des Invalides. Et j'avoue que notre entente fut immédiate, enjouée, chaleureuse. Et j'ai entendu lors de cette émission que vous avez évoquée, dont on va reparler, j'imagine, que M. Boualem Sansal avait rejoint mes thèses. Ce n'est pas exact. Il y a beaucoup de gens dans la classe politique, médiatique, qui reprennent mes thèses, voire qui utilisent mes formules. Mais Boualem Sansal, lui, était arrivé aux mêmes conclusions que moi, tout simplement parce qu'il connaît l'islam, l'histoire de l'Algérie, le Coran, et qu'il aime la France. Et qu'il regarde avec effroi cette islamisation de la France que j'ai moi-même pu constater et dénoncer. Alors, selon vous, maintenant sur un autre plan peut-être plus politique, pour vous, quelle est la raison profonde de l'emprisonnement de Boualem Sansal ? Vous savez, je n'ai pas plus d'informations que vous. Je lis ce qu'on dit, c'est-à-dire que les propos qu'il a tenus chez vous sur l'ouest de l'Algérie qui aurait appartenu au Maroc. On dit aussi que les Algériens sont furieux que le prix Goncourt ait été obtenu par Kamel Daoud, un autre écrivain franco-algérien. On dit aussi que les Algériens veulent faire payer à Emmanuel Macron sa position en faveur du Maroc dans l'affaire du Sahara. Très bien, peut-être. Moi, ce que je crois surtout, c'est que les Algériens ne sont pas mécontents d'humilier la France et de montrer que le gouvernement français, alors même que Emmanuel Macron vient de naturaliser et d'accorder la nationalité française à Boualem Sansal, il lui a remise personnellement, est incapable de faire quoi que ce soit pour le sortir des griffes de la dictature algérienne. Je pense que c'est tout à fait dans leur manière.
Comme je le disais, la disparition de Boualem Sansal, elle nous a aussi beaucoup touché à Frontières. Il était venu il y a un mois, vous parliez de cet entretien à l'instant. Alors parmi les propos retenus par la presse algérienne qui fait finalement que relayer les propos du régime algérien, il y avait ceux-ci qui sont extraits de l'entretien Fauteuil Rouge que j'avais moi-même personnellement mené avec lui. Alors je vais citer: quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'il voulait dire et est-ce que vous rejoignez son constat ? En fait, je pense, je n'ai pas peut-être bien compris ce qu'il a voulu dire parce que c'est un peu abscon et en tout cas, il est resté dans l'ellipse. Je pense qu'il a voulu dire que, et on va y revenir, que l'Algérie, c'était une terre à coloniser. En revanche, que le Maroc était un véritable État avec une histoire depuis le XIIe siècle, etc. Et je pense que c'est cette comparaison-là qu'il a voulu établir et qui a sans doute d'ailleurs fort déplu aux dirigeants algériens. Et justement, pourquoi est-ce que ce sujet est aussi sensible auprès du gouvernement algérien? Souvent, la comparaison, moi-même, en écrivant cette question, je me demandais si c'était une bonne idée de la poser ou pas, mais c'est vrai que le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi ? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé par les conquérants et en particulier par le général Lyautey qui a préservé l'organisation de la société marocaine, alors qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs c'est amusant parce que les Algériens ne nous le reprochent jamais ça, alors que la République française a saccagé la structure traditionnelle algérienne. Et que ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. C'est vrai qu'on n'a pas la même question mémorielle avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Mais cela étant, tout cela, vous y venez vous-même, nous ramène à l'histoire de la colonisation de l'Algérie, dont vous avez très longuement parlé par le passé. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Algérie a finalement autant de mal avec son histoire ? Je ne dirais pas exactement qu'elle a du mal avec son histoire, je dirais qu'elle n'a que son histoire. Si vous voulez, il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord, l'histoire de l'Algérie, et en particulier la guerre d'indépendance contre la France, sert de paravent à tous les échecs du pouvoir algérien. Échec économique, ce pays n'exporte que le pétrole que la France a découvert. Échec politique, incapable d'établir une démocratie, incapable d'établir des libertés publiques. Échec social, quand vous voyez tous ces jeunes qui veulent quitter l'Algérie, l'incapacité d'organiser une économie sans une corruption énorme, incapacité d'organiser un pays libre. Vous voyez, tous ces échecs-là sont dissimulés par le discours glorieux, ou prétendument glorieux, on va y venir, de la guerre d'indépendance. Deuxième raison, c'est que, je vous l'ai esquissé tout à l'heure, l'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez, ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à se définir à part l'opposition à ces empires. Dernière chose, contrairement à ce qu'ils prétendent, cette guerre d'indépendance n'est pas aussi glorieuse qu'ils le disent. Je veux dire par là que il y avait une armée qu'on appelait l'armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n'a jamais affronté l'armée française.
on n'est pas dans le cas de l'Indochine, on n'est pas dans le cas de Dien Bien. Il n'y a pas de Dien Bien Phu algérien. Il n'y a pas de défaite de l'armée française face à une armée algérienne. Il n'y avait que des attentats commis par des terroristes qui tuaient des civils dans la rue, qui mettaient des bombes dans des cinémas et qui exécutaient des gens comme ça. D'ailleurs, il faut préciser aussi qu'ils ont tué plus de civils musulmans que de civils français dans leur règlement de compte et pour faire pression sur la population de l'Algérie qui n'était pas forcément ni anti-française et encore moins pour l'indépendance. Donc vous voyez, tous ces éléments font qu'ils ont inventé une histoire soi-disant glorieuse, qu'ils défendent mordicus, dont ils ne veulent pas démordre, et qui leur sert de paravent à tous leurs échecs. Et alors évidemment, dès qu'on touche à cette histoire, on est accusé d'être raciste, algérophobe, ennemi d'Algérie, etc. Alors, vous dites que justement l'Algérie n'a pas d'existence en tant que nation et en même temps et qu'elle s'est construite uniquement par rapport à ses ennemis. Moi j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête, par exemple l'exemple de l'Albanie, la Hongrie qui était résistait à l'envahisseur ottoman. Aujourd'hui ça peut être aussi l'émergence d'un sentiment national ukrainien face à l'invasion russe. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie est devenue une nation ? Bien sûr. Vous avez tout à fait raison. On pourrait même dire l'Allemagne contre la France napoléonienne. On pourrait dire... il y a beaucoup d'éléments. Vous avez tout à fait raison. L'Algérie est devenue une nation en se battant contre la France. Et c'est pour ça d'ailleurs que le régime algérien, pour conserver l'unité du pays, désigne toujours la France comme adversaire. D'ailleurs, vous savez que dans l'hymne algérien, il y a une strophe qui prévient la France, il va falloir maintenant régler ses comptes. Et que le gouvernement algérien récemment a remis au goût du jour alors qu'elle n'était plus tellement jouée. Donc vous avez tout à fait raison, c'est devenu une nation et elle a besoin tout le temps de son ennemi qui l'a façonné. Vous savez, on connaît ça, on connaît ça depuis René Girard, hein, le désir mimétique, on sait ce que c'est. On déteste ce qu'on admire et ceux à qui on doit tout. Et l'Algérie a été façonné par la France. Le nom même de l'Algérie est inventé par la France, en prenant évidemment la ville d'Alger. Les frontières, on va en parler, puisque ce pauvre Boualem Sansal a parlé de terres qui appartenaient au Maroc ou pas. Les frontières de l'Algérie ont été délimitées par le colonisateur français. Donc on peut dire que l'Algérie doit beaucoup à la France, doit son existence à la France, et que c'est en miroir avec la France, par détestation de la France, que la nation algérienne s'est édifiée. Alors vous parliez à l'instant de la question des frontières, venons-y tout de suite. Quand Boualem Sansal explique que la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, est-ce que c'est vrai ? Je ne veux pas m'engager dans cette bataille historique parce que je n'ai pas à vérifier exactement. Je veux simplement dire qu'il faut bien que vous compreniez, il n'y avait pas de frontière entre l'Algérie et le Maroc. Donc, il y avait des tribus de nomades qui se baladaient entre les deux territoires. D'ailleurs, sans doute, mes ancêtres en étaient. Donc, vous voyez, moi, il y a un village qui s'appelle Azemour au Maroc et il y a un village qui s'appelle Azemour en Algérie. C'est pour vous dire que ces gens-là, il n'y avait pas de frontières. La notion de frontière est européenne. La notion d'État-nation est inventée par la France et l'Angleterre. Toutes ces notions sont des notions européennes, inventées par les Français, voire les Anglais. Donc il ne faut pas essayer de plaquer cette histoire sur l'histoire du Maghreb. Ils étaient tous musulmans. C'est ça qui est importé pour eux. C'était l'Oumma. Donc les Marocains étaient musulmans, les Algériens étaient musulmans, et pour eux, il n'y avait pas de différence notable. Pour rester quand même sur cette question, parce qu'aujourd'hui, on a appliqué effectivement ce modèle occidental au monde entier, Absolument. En traçant effectivement en Afrique particulièrement des frontières à la règle, il faut le dire. Absolument, au crayon et à la règle même. Comment est-ce que vous avez pris la décision récente de la France de reconnaître le Sahara occidental ou marocain, selon la façon dont on l'appelle. On l'appelait même espagnol jadis. Oui, tout à fait, parce que c'était une colonie espagnole, vous avez raison de le rappeler. Est-ce que vous l'auriez fait si vous aviez été président de la République ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Vous savez, Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président, l'avait déjà reconnu. Le Maroc est l'allié de la France depuis le général de Gaulle, l'allié traditionnel. Donc, si vous voulez, il est évident qu'il fallait accorder ce soutien au Maroc.
J'ai un seul regret, je regrette que Emmanuel Macron n'ait pas négocié ce soutien auprès des autorités marocaines pour que celles-ci soient un peu plus actives qu'elles ne le sont, parce qu'elles ne le sont guère, dans la reprise de tous les clandestins et des mineurs dits isolés qui encombrent les tribunaux français. Vous savez, on met toujours l'accent sur les autorités algériennes qui ne signent quasiment aucun laissez-passer consulaire, mais les Marocains, honnêtement, ne sont pas beaucoup plus actifs. Et donc, moi, je pense qu'il aurait fallu négocier avec les Marocains pour que les Marocains reprennent tous leurs clandestins, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et Dieu sait si beaucoup sont très dangereux, comme on l'a vu avec le meurtre de cette pauvre Philippine. Vous savez, je pense que c'est un des problèmes majeurs. Il nous faut absolument régler cette question. Il y a de nombreux pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali et bien d'autres en Afrique qui ne nous prennent quasiment aucun clandestins qui sont leurs citoyens, qui ne signent quasiment aucun laissez-passer consulaire. Il y a toute une politique à mettre en œuvre, je développe ça souvent, il y a des pressions à exercer sur les gouvernements, sur même les populations immigrées elles-mêmes. On peut contrôler et bloquer les fonds qu'ils envoient en Algérie, au Maroc ou dans leur pays. On peut, par exemple, bloquer également les visas que demandent les Algériens ou les Marocains ou les Africains. Vous savez, on pourrait par exemple, comme l'a proposé l'ancien ambassadeur en Algérie, M. Driancourt, donner des visas à proportion des laissez-passer consulaires qu'ils signent. Alors pour l'Algérie, c'est facile, c'est 7%. Donc on signerait que 7% des visas des Algériens. Il y a beaucoup d'autres mesures. On pourrait effectivement bloquer aussi, faire payer tout ce qu'ils nous doivent à la sécurité sociale, parce qu'ils viennent se faire soigner gratuitement. La mesure ultime serait la saisie des biens immobiliers des nombreux hiérarques maghrébins et africains qui possèdent de nombreux hôtels particuliers et appartements en France, comme on l'a fait à l'égard des oligarques russes après la guerre en Ukraine. Mais je suis convaincu qu'on peut arriver à un accord sans aller jusqu'à cette extrémité. Alors effectivement, ce que vous décrivez un peu aussi, c'est ce qu'avait fait l'Espagne il y a un an avec le Maroc, qui avait reconnu la marocanité du Sahara en échange d'une politique plus restrictive, notamment à Ceuta et Melilla. Absolument. Ça a fonctionné dans une certaine mesure, tout de même, il faut le rappeler. On vient à la France à grands pas dans cet entretien. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un certain nombre de membres de la classe politique française font preuve d'une grande complaisance envers la classe politique algérienne, même si il y a un réveil qui est progressif. Comment est-ce que vous vous expliquez ça ? Je crois qu'il y a deux raisons majeures. D'abord, une culpabilité indéniable, injustifiée, on va en parler sans doute, mais en tout cas réelle. La classe politique française et toutes les élites françaises en général se sentent coupables vis-à-vis de l'Algérie parce qu'on les a colonisés, parce que on nous a raconté que Bugeaud était un monstre et que nous avions torturé Hakim Mieux, comme si en face c'était des saints et qu'ils nous combattaient avec des roses. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que le gouvernement algérien fait pression sur la France à travers sa population immigrée. Vous savez, c'est un grand classique des relations internationales. La Turquie fait la même chose avec l'Allemagne. Dans l'histoire d'ailleurs, on peut se souvenir de l'Angleterre et des Pays-Bas qui utilisaient la minorité française protestante pour influencer et influer sur la politique des rois de France à l'époque des guerres de religion et même jusqu'à Richelieu. Vous voyez, c'est très classique. Et les Français sont terrorisés, les gouvernants français sont terrorisés par des émeutes fomentées par les enfants de l'immigration algérienne, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai été très frappé d'ailleurs par le communiqué du gouvernement algérien au moment de la mort du petit voyou Naël, qui exigeait de la France qu'elle protégeât les populations immigrées d'origine algérienne. Cette ingérence absolument scandaleuse et inadmissible prouvait bien que pour les gouvernements algériens, la population algérienne ou d'origine algérienne était un moyen de pression
sur le gouvernement français. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas moufté. Et alors, justement, vous avez quand même... Vous parliez de la question de la repentance au début de votre développement. Je voudrais revenir dessus parce que je pense qu'elle est assez effectivement cruciale dans les relations franco-algériennes d'aujourd'hui. Vous avez toujours refusé la repentance de la France envers l'Algérie, et c'est d'ailleurs ces anciens territoires africains au sens large. Est-ce que tout refuser en bloc, c'est pas nier les exactions que nous avons pu y commettre? Je me fais l'avocat du diable. Non, mais j'entends très bien. Vous savez, je vais vous dire, l'histoire de l'humanité est une série ininterrompue de massacres, de tueries, d'exactions, de pillages, où tout le monde a été successivement vainqueur et vaincu, colonisé et colonisateur, esclave et esclavagiste. À partir de là, soit on se repent, soit tout le monde se repent, soit personne ne se repent. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, prenons l'Algérie, puisqu'on en parle. L'Algérie fut d'abord une terre romaine et chrétienne. Saint-Augustin y vivait. Les troupes de Mahomet ont conquis l'Algérie et ont islamisé de force toutes les populations berbères qui étaient là. Est-ce qu'ils se sont repentis une seule fois? Jamais. Je continue. L'Algérie, à partir d'Alger, pendant des siècles, des barbaresques sur leurs bateaux agressaient les bateaux sur les côtes méditerranéennes, françaises en particulier, et en tuaient souvent les hommes ou les emmenaient en esclavage et emmenaient les femmes dans les harems du golfe Persique. Je n'ai jamais entendu les dirigeants algériens s'excuser pour cela. Vous vous souvenez, dans une pièce de Molière, il y a cette fameuse tirade « Qu'allait-il faire dans cette galère ?» La galère, c'était justement les barbaresques. Et ça terrorisait toute la population française au XVIIe siècle, au siècle du grand Louis XIV qui dominait l'Europe. Je n'ai jamais entendu les Algériens s'excuser pour cette période tragique et pour ces massacres. Et on pourrait continuer ainsi. Oui, la conquête a été dure, sanglante, et le général Bugeaud, qui avait connu d'ailleurs la guérilla en Espagne au temps de Napoléon, n'y allait pas de main morte. Je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Mais en face, il y avait des gens qui se battaient férocement, qui déjà n'hésitaient pas à couper les soldats français en morceaux et à leur mettre les testicules dans la bouche, comme pendant la guerre d'indépendance dans les années 50-60. Déjà à l'époque, si vous voulez, cette terre d'Algérie avait été conquise par la force, par les troupes arabes. Elle a été conquise par la force, par les troupes françaises. C'est la logique de l'histoire. Il n'y a pas à s'excuser pour cela. Et alors, on retrouve aujourd'hui en France des défenseurs du FLN qui justement commettaient les exactions dont vous parlez à l'instant. Le FLN, je rappelle pour nos auditeurs, c'est quand même une organisation terroriste qui est responsable de la milliers de citoyens français, parce que l'Algérie était un département français à l'époque, durant la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y ait aujourd'hui ces personnes-là en France qui puissent le faire? D'abord préciser, elle a tué beaucoup de Français, de pieds noirs. Elle a aussi tué encore plus de musulmans. Dans les règlements de compte entre mouvements indépendantistes. Nous y reviendrons peut-être. Vous savez, la gauche, au XXe siècle, a deux mythes fondateurs qui sont en vérité des falsifications de l'histoire. La résistance à l'occupant allemand et le soutien à l'indépendance algérienne. Pendant la résistance, on sait qu'il y a eu beaucoup de gens de gauche, socialistes, radicaux, syndicalistes, à Vichy et parmi les collaborateurs les plus enfiévrés à Paris. Pour la guerre d'Algérie, il suffira de rappeler que c'est le gouvernement socialiste de la SFIO, de M. Guy Mollet, qui a envoyé le contingent en Algérie pour se battre contre les indépendantistes. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait François Mitterrand, disait « l'Algérie, c'est la France ». Il avait d'ailleurs raison, puisque l'Algérie était à l'époque 4 départements français, je dis bien départements français, ce n'était pas une colonie, et que donc des grands résistants, pour le coup,
comme Jacques Soustelle ou Bidault, qui finirent à l'OS, comparaient l'abandon de l'Algérie à celui de l'Alsace-Lorraine. Non sans raison. C'était la même chose des départements français que la République française abandonnait. Donc c'est pour vous dire que la gauche se sent terriblement coupable et qu'elle n'a pas envie qu'on lui rappelle sans cesse tout ce que je viens de dire. Et donc, elle passe son temps à soutenir le gouvernement algérien, le gouvernement FLN. Et comme dans ce pays, la droite se soumet toujours idéologiquement à la gauche, vous voyez la suite de l'histoire. Vous êtes un grand défenseur et admirateur du général de Gaulle, on le sait, qui avait justement signé l'indépendance de l'Algérie. On se souvient aussi que Charles de Gaulle, il y a une chose qui est très critiquée chez lui, notamment par d'anciens pieds noirs, c'est l'abandon des harkis sur le sol algérien. Est-ce que ce serait une critique que vous auriez à formuler au général de Gaulle? Si vous voulez, il faut d'abord comprendre pourquoi le général de Gaulle abandonne l'Algérie, alors que j'ai dit tout à l'heure que l'armée française avait gagné la guerre. Parce que le général de Gaulle, d'abord, en a assez de subir les remontrances à l'ONU de tous les pays, y compris les États-Unis, etc. Il veut redéployer sa politique étrangère dans le monde et le boulet algérien lui interdit d'aller parler à tous les pays africains, musulmans, etc. Enfin, cette guerre coûte très cher. Et il sait que cette guérilla ne va jamais cesser. Et puis, surtout, il a été alerté sur le dynamisme démographique algérien, je le rappelle, permis par la France, par la médecine française, par les soins des bons pères et des médecins français, qui vont permettre à ces gens de sortir de l'archaïsme démographique, vous savez, qui fait que pendant des millions d'années, il y a eu autant de morts que de vivants sur la planète, parce que la plupart des enfants mouraient à la naissance. C'est la France qui va permettre aux Algériens, qui étaient en gros 2 millions sur cette surface-là, quand les troupes de Charles X débarquent à Alger, quand la France s'en va en 1962, ils sont 10 millions de musulmans. Et le général de Gaulle sait, par le grand démographe Alfred Sauvy, qui est venu le voir pour lui expliquer cela, que au rythme des naissances musulmanes, la population musulmane d'Algérie sera demain 20 millions, puis 40 millions d'ailleurs, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et le général de Gaulle sait que, puisque ces gens sont français, ils sont de nationalité française, ils ne sont pas citoyens français, mais ils sont de nationalité française, il sera obligé de leur donner la citoyenneté française, et donc que ces gens vont devenir majoritaires en France, et que, selon sa formule célèbre, son village deviendra Colombey-les-Deux-Mosquées. Bref, le général de Gaulle ne veut pas du grand remplacement. Il n'emploie pas évidemment cette formule, mais il explique très bien dans une autre célèbre formule qui est dans le livre de Perfit, c'était de Gaulle, et d'ailleurs qu'il reprend ailleurs, que le peuple français est un peuple de race blanche, de religion chrétienne, de culture gréco-romaine, et qu'il ne veut pas qu'elle soit remplacée par un peuple de culture arabo-musulmane. Voilà pourquoi le général de Gaulle donne l'indépendance à l'Algérie. Toutes ces raisons. À partir de ce moment-là, il pense, à tort, que les Algériens du FLN vont respecter leurs paroles. Je rappelle qu'ils ont signé dans les accords d'Évian de ne pas toucher aux pieds noirs, ni aux harkis. En vérité, ils vont commencer à massacrer et les pieds noirs et les harkis. Le général de Gaulle est obligé de rapatrier les pieds noirs. Ils sont français. Qui vivaient principalement sur la côte. Absolument. Et qui détenaient quand même une grande partie des richesses du pays. Absolument, qu'ils avaient forgées eux-mêmes, puisque l'Algérie était un pays misérable avant l'arrivée de la France, où le choléra et le typhus régnaient en maître. Ce sont les colons français qui ont éradiqué ces maladies, et avec, je le répète, la médecine française.
Beaucoup sont morts d'ailleurs en travaillant, en labourant, en travaillant la terre algérienne. Donc, les pieds noirs sont rapatriés dans des conditions très difficiles. Le maire de Marseille, Gaston Defferre, dit qu'il faut les jeter à la mer. On a connu accueil plus chaleureux. Et il y a le problème des harkis. Vous avez tout à fait raison, sur un plan moral, le général de Gaulle a commis une faute. Je dis bien sur le plan moral, car ces gens-là se font massacrer. D'ailleurs, certains généraux français vont contrevenir aux ordres du général de Gaulle et rapatrier quelques milliers de harkis qui vont faire souche en France et qu'ils ont sauvés. Il faut bien comprendre que le général de Gaulle, comment vous dire, c'est un homme du 19e siècle. C'est un homme, je dirais même, du temps de Richelieu. Richelieu laisse massacrer tous les protestants à La Rochelle, uniquement parce que les protestants s'opposent au pouvoir et se fricotent avec les Anglais contre la souveraineté française. Il n'y a aucune pitié chez cet homme d'église. Le général de Gaulle est cette trempe-là. Aujourd'hui, on trouve ça horrible. Et on a raison de trouver ça horrible. Tous ces gens qui meurent, c'est une horreur. Et moi, je trouve ça horrible, je suis un homme de mon temps. Vous trouvez ça horrible, vous êtes un homme de votre temps. Le général de Gaulle n'était pas de cette trempe-là. Je vous rappelle que, même en mai 68, il dit à Pompidou, tirez dans les jambes. Pompidou ne le fera pas. Pour rester encore plus pour très longtemps sur la question de l'Algérie en elle-même, il y a une communauté aussi qui est présente en France, qui a sa diaspora et qui existe en Algérie, ce sont les Kabyles. Est-ce que vous pourriez expliquer dans quelle situation ils sont, et parce qu'ils sont particulièrement opprimés par le régime algérien, on le sait? Ils sont absolument opprimés par le régime algérien qui leur interdit de parler leur langue, parce qu'ils ont une langue. Et vous savez, ce sont eux qui étaient les premiers travailleurs immigrés en France. C'était des Berbères. Les Kabyles sont des Berbères islamisés et moi-même, je suis un Berbère, mais vous voyez, mes ancêtres n'ont pas été islamisés. Donc ces gens-là, effectivement, sont en France. Ils ont été les premiers en France. Le plus souvent, ils aiment la France. Le plus souvent, pas toujours bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais ils ont un rapport un peu plus éloigné avec l'islam, avec une pratique du Coran moins pointilleuse. Et le plus souvent, ils ont une affection pour la France et un respect pour la France que beaucoup n'ont pas. Alors, on va revenir très rapidement à la question de Boualem Sansal maintenant. Donc, je rappelle, emprisonné dans les geôles algériennes pour nos auditeurs qui nous rejoindraient dès maintenant. Est-ce que, finalement, si vous étiez aujourd'hui président de la République, vous avez des idées de ce que vous feriez pour aider à la libération de Boualem Sansal? Je pense, je vous dis, il faut utiliser tous les moyens de pression. Je vous parlais de tous les moyens de pression pour que les Algériens signent enfin les laissez-passer consulaires. Je pense qu'il faut les utiliser contre le gouvernement algérien pour faire pression sur lui, pour qu'il libère Boualem Sansal. On ne peut pas, c'est évidemment de la diplomatie secrète, mais il faut utiliser tous les moyens possibles pour faire pression sur le gouvernement algérien pour qu'il libère Boualem Sansal. C'est clair. Alors, aussi, dans la défense aujourd'hui de certains membres de la classe politique, voire l'inaction du gouvernement vis-à-vis du gouvernement algérien, est-ce qu'il n'y a pas j'en reviens à la citation de Bernanos, un manque d'amour de soi pour notre pays aujourd'hui? Je dirais, généralement, vous n'avez pas tout à fait tort, on voit poindre souvent dans nos élites politiques et médiatiques un certain mépris du peuple français. Mais j'irai plus loin, je dirais qu'en fait, ils ne croient plus au peuple français. Ils pensent que le peuple français n'existe plus, qu'il n'existe pas, que même la notion de peuple n'existe pas, qu'on peut faire venir des millions de gens venus d'autres contrées, avec une culture différente, des mœurs différentes, et même une hostilité latente au peuple français, pour toutes les raisons historiques
qu'on a esquissé depuis le début de notre conversation, sans que cela ne pose de problème. Il se trompe, évidemment, et cet universalisme dévoyé est en train de détruire notre pays et de provoquer une situation inouïe, c'est qu'à terme, le peuple français sera minoritaire chez lui. Et ça, les responsables, oui, les coupables, oui, sont nos élites politiques et médiatiques françaises. Ce qu'on comprend derrière votre discours, c'est le fait que, sur la question de l'immigration notamment, vous en parlez, concrètement, on importe chaque année des dizaines, des centaines de milliers d'Algériens, des personnes qui sont élevées dans une certaine forme de haine de la France, même dans leur programme éducatif. Vous parliez de leur hymne tout à l'heure. Concrètement, évidemment, avec vos mesures, on pourrait arrêter de les faire venir sans aucun doute. Mais que faire avec les Algériens qui sont déjà présents, qui ont obtenu la nationalité française et qui vivent déjà avec une forme de haine de la France parce qu'ils ont été éduqués là-dedans? Écoutez, d'abord, il faut effectivement changer les programmes scolaires, il faut apprendre à aimer la France à l'école, c'est la première chose. Par ailleurs, vous savez, il y a des gens d'origine algérienne qui aiment la France. J'en ai connu, moi, quand j'étais enfant. Je vous parlais des Berbères qui étaient là. Et j'habitais moi-même dans les années 60-70 dans le 18e arrondissement. Mon père était ami avec certains d'entre eux. Il les croisait au café du quartier de la Goutte d'Or où ils partageaient la nisette et jouaient au 4-21. C'était des gens qui étaient absolument charmants, qui étaient habillés très strictement en costume-cravate, qui travaillaient comme ouvriers en France, qui parlaient un français très convenable avec un petit accent dont ils se moquaient eux-mêmes. D'ailleurs... Et eux aimaient la France. Et je suis sûr qu'ils l'ont transmis à leurs enfants. Donc vous voyez, c'est pas complètement perdu. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison. Aujourd'hui, nous avons une jeune génération qui, pour beaucoup, déteste la France. Ceux-là, il faut simplement leur mettre le marché en main. On ne vit pas comme en Algérie, ici. On est français et on aime la France. Si on ne respecte pas la loi, si on ne respecte pas le pays chez qui on a été accueilli, on rentre chez soi. D'ailleurs, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense qu'il y a toute une politique d'assimilation à conduire qui distingue le bon grain de l'ivraie avec ceux qui veulent s'assimiler à la civilisation française. Évidemment qu'ils doivent rester et qu'ils sont français et que ce sont nos frères. Je l'avais dit lors de la campagne présidentielle, ce sont nos compatriotes. Pour les autres, il vaudrait mieux qu'ils rentrent chez eux. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la moindre incartade et quand il y a acte de délinquance, je n'hésiterai pas à déchoir de la nationalité française, puisqu'en plus, ils ont tous la double nationalité algérienne, marocaine ou autre. Et prenons l'exemple, imaginons, d'un jeune franco-algérien né en France, qui aurait, par exemple, 18 ans, élevé par des parents qui lui auraient inculqué la haine de la France, dans l'absence de programme d'amour national dans l'éducation nationale. Comment on le traite, lui, si effectivement il a une forme de haine de la France? Attendez, on ne va pas sonder les âmes et les cœurs. Restons raisonnables. On ne va pas sonder les âmes et les cœurs. Moi, je parle de délinquance. À partir du moment où il y a délinquance, à partir du moment où on transgresse la loi, on est susceptible d'être déchu de la nationalité française et d'être renvoyé. Si on ne transgresse pas la loi, on pense ce que l'on veut. Je suis pour la liberté de pensée, d'opinion, même si ça ne me plaît pas. Un citoyen français est un citoyen français. Alors, maintenant, je voudrais quand même parler de la question des réactions aussi à l'emprisonnement de Boualem Sansal. On a pu voir le service public. On va développer un peu, mais donner libre cours avec des personnes comme Nedjib Sidi Moussa, qu'on a un peu découvert, défendre le régime algérien. On peut parler dans le même style de l'historien Benjamin Stora, dont vous aviez déjà parlé par le passé, notamment quand vous étiez sur Face à l'info. Qu'est-ce que ça dit finalement de notre traitement de l'actualité, de donner la parole à ces gens-là? Je vous avoue que j'ai regardé cette émission après, on me l'a envoyée. J'étais tout à fait atterré. C'était un exemple rare
à la fois d'indignité et d'hypocrisie. C'est-à-dire que chacun était là, la main sur le cœur, à dire qu'il n'approuvait évidemment pas l'arrestation de Boualem Sansal, mais chacun à son tour justifiait la décision du gouvernement algérien. C'était ignoble, on était salis rien qu'à les regarder. Vous avez raison, j'ai découvert moi aussi, comme tous les téléspectateurs, ce monsieur Moussa. Je me suis renseigné, ce monsieur Moussa est prof dans un lycée. Je respecte fort tous les professeurs de lycée, évidemment, mais je ne crois pas qu'ils aient l'habitude d'être invités à la télévision française, sauf s'ils ont le génie littéraire du grand Julien Gracq. Je ne crois pas que ce soit le cas de ce monsieur Moussa. Alors, j'en déduis que sa seule légitimité était d'être un Fouquier-Tinville algérien au petit pied, et d'ailleurs qui jouait fort bien son sinistre rôle. Et puis, vous l'avez dit, il y avait monsieur Stora. Lui, c'est un universitaire reconnu, qui connaît évidemment l'histoire de l'Algérie. Sa connaissance de l'histoire de l'Algérie n'est absolument pas mise en cause. Sa complaisance pour le gouvernement FLN non plus. Je l'ai entendu expliquer que M. Boualem Sansal, face à vous, avait blessé le sentiment national algérien. Et tous autour de la table d'approuver à qui mieux mieux ce propos. Je regardais ça et je me disais que personne autour de cette table ne se souciait du sentiment national français qui était blessé tous les jours à grands coups de chansons, de films, de livres, même de programmes scolaires d'histoire et autres, mais tout le monde s'en moquait. En revanche, le sentiment national algérien relevait de l'ordre du sacré. Et puis, M. Stora a continué, nous a expliqué que dans l'ouest algérien, dont parlait M. Sansal, qu'il mettait en cause, il y avait était né là-bas M. Abdelkader lui-même. Enfin, soyons sérieux, je vous ai dit tout à l'heure que l'Algérie n'existait pas avant la France. Abdelkader défendait effectivement sa terre, mais il défendait sa terre, il défendait une terre musulmane contre des infidèles. C'était du djihad, tout simplement. Il n'aurait pas trouvé ça infamant d'ailleurs de dire ça. Il se battait, valeureusement d'ailleurs, pour défendre une terre musulmane contre des infidèles qui venaient la conquérir. C'est tout. Ne parlez pas de l'Algérie. Et puis M. Stora continue et dit, vous vous rendez compte, à Tlemcen, dans la pointe de l'ouest algérien, est né M. Messali Hadj. Messali Hadj, pour ceux qui l'ignorent, fut un des grands dirigeants du mouvement indépendantiste algérien. Et M. Stora s'arrête là et il oublie de dire que tous les partisans de M. Messali Hadj furent sauvagement massacrés par ses amis du FLN. Un oubli sans doute. Quand j'ai vu M. Moussa, vous savez, j'ai pensé à cette vieille émission que vous n'avez pas connue, mais vous avez peut-être vu ça dans les archives, où l'on voit, dans les années 70, Jean Daniel, alors grand ponte du Nouvel Observateur de gauche, invectiver Solzhenitsyn, qui est sorti du goulag et qui a écrit des livres pour condamner le régime communiste. Et Jean Daniel lui reproche, en gros, de désespérer Billancourt. Et je me disais, voilà, rien n'a changé, c'est toujours la même chose. Pire encore, au moins Solzhenitsyn était sorti du goulag et il était à la télévision, chez Pivot, face à Jean Daniel, il pouvait lui répondre. Là, M. Moussa l'insulte, sans même que Boualem Sansal puisse lui répondre, puisqu'il est au fond des geôles algériennes. Comment vous expliquez cette fascination d'une partie de la gauche quand même pour l'Algérie, pour ce régime qui représente finalement tout ce qu'ils détestent, hein, c'est une forme de conservatisme autoritaire. Comment vous pouvez... c'est l'antipode normalement de leurs idées. Je vous l'ai dit, la gauche se sent coupable vis-à-vis de l'Algérie. Ça, c'est l'époque la lointaine.
Et puis, aujourd'hui, là c'est une autre histoire. Elle compte bien sur les millions d'électeurs d'origine algérienne, marocaine, etc., pour voter pour elle. Vous pensez que c'est par clientélisme? Je vous l'ai dit, d'abord sentiment de culpabilité, je vous l'ai expliqué pourquoi, puis clientélisme. Aujourd'hui, il y a quand même une forme de tiers-mondisme qui irrigue effectivement une partie de la gauche et aussi une partie de la droite qui va être anti-occidentale, qui va condamner de manière géopolitique finalement les actions de la France. Je pense à des endroits comme le Moyen-Orient, bien sûr. C'est une droite qui est souvent souverainiste, qui a beaucoup d'admiration pour Dominique de Villepin. Concrètement, comment vous voyez cette mue de cette droite et d'une certaine façon la mue aussi de Dominique de Villepin, qui était un ministre de droite qui aujourd'hui plaît particulièrement à la gauche? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, on peut critiquer l'action de la France. Moi, par exemple, je condamne l'action de Nicolas Sarkozy en Libye, qui a détruit l'État libyen et qui a surtout ouvert une voie énorme d'immigration venue d'Afrique et venue du Maghreb, qui est très grave objectivement pour la France. Donc ce fut une erreur tragique. D'ailleurs, je l'avais dit à l'époque publiquement. Donc on peut critiquer une position de la France avec laquelle on n'est pas d'accord. Heureusement, on a le droit. Nous, on est un régime libéral, on ne se retrouve pas en prison parce que on critique la France, etc. Bon. Deuxièmement, là, vous m'interrogez sur Dominique de Villepin. Dominique de Villepin vous répondrez aisément qu'il n'est pas de droite, mais qu'il est gaulliste. Et que la position du général de Gaulle, dans le conflit du Moyen-Orient, parce que là, on s'éloigne un peu de l'Algérie, a été ambivalente. Il a d'abord dit à Ben Gourion, le fondateur de l'État israélien, qu'il était son allié et son ami. Puis, à partir de la guerre des 6 jours, il a critiqué l'attaque du gouvernement par l'armée israélienne, des positions de l'Égypte et de la Syrie, et il s'est opposé au gouvernement israélien, engageant une grande politique arabe de la France. Par ailleurs, M. de Villepin a tenu ce grand discours lors de l'intervention américaine en Irak pour condamner cette intervention au nom du vieux pays qui est le mien. Vous connaissez son superbe discours, avec lequel d'ailleurs j'étais d'accord. Moi-même, je pensais que ce fut une erreur d'attaquer l'Irak comme les Américains l'ont fait. Vous voyez, je n'ai pas de souci avec ça, et Villepin avait raison, et Chirac avait raison, etc., et la France avait raison. Maintenant, je pense, mais là, vous nous emmenez beaucoup plus loin, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une tradition anti-américaine, dans une certaine droite française, souverainiste, comme vous dites, que je peux comprendre, que j'ai même pu partager à certains moments de ma vie, car, vous savez, c'est jamais agréable quand vous avez été le patron de l'Occident, comme fut la France pendant longtemps, d'être dirigé désormais par un autre patron qui était les États-Unis. Et le général de Gaulle a montré qu'il souhaitait être indépendant de ce patron. Évidemment, on aime ce côté Tintin, comme disait le général de Gaulle lui-même. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la situation des années 60. Et si j'avais Dominique de Villepin en face, j'aimerais débattre avec lui. Nous ne sommes plus dans les années 60. Aujourd'hui, il n'y a plus la guerre froide, il n'y a plus l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes dans un affrontement de civilisation, qu'il nie d'ailleurs, et que nous devons absolument savoir qui sont nos adversaires, qui sont nos amis. Et nous sommes vus par les autres comme des Occidentaux. Parce que Dominique de Villepin est gentil, il va dire politique arabe de la France, politique indépendante de la France, très bien. Moi aussi, je suis pour l'indépendance de la France. Mais il faut voir comment les autres nous voient. Il faut voir comment les autres nous regardent. Nous ne sommes plus dans les années 60. Nous ne pouvons plus être les protecteurs des petits pays qui craignent les deux grands, États-Unis et URSS.
En gros, dans les années 60, le général de Gaulle reconnaît la Chine, et la Chine est éternellement reconnaissante. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est la grande puissance qui affronte les États-Unis. Vous voyez, on n'est plus à l'époque du général de Gaulle. Le général de Gaulle nous a appris, et c'est ce que je dirais à Dominique de Villepin si je l'avais en face de moi, que justement, il n'y avait pas de dogme et qu'il fallait s'adapter à la situation avec une seule boussole, l'intérêt de la France. On a l'impression que votre réalisme géopolitique fait que ça peut paraître étrange pour vous, mais fait que vous ne croyez pas en la grandeur de la voix de la France aujourd'hui, de sa puissance. Vous savez, je crois d'abord qu'il faut avant tout, je vous le répète, nous ne sommes pas dans les années 60. Aujourd'hui, la France est menacée de mort par le grand remplacement. La France est en déclin économique. La France ne tient plus la sécurité dans d'innombrables villes. Marseille est devenue quasiment une narcoville, comme disent des magistrats. Il faut d'abord régler ces problèmes-là. Il faut d'abord arrêter l'invasion migratoire, il faut restaurer la prospérité de la France et il faut redevenir crédible dans le monde. Aujourd'hui, la parole de la France n'est plus crédible. On peut, vous savez, proclamer partout la France, l'image de la France, la grandeur de la France. Oui, mais il faut d'abord que ça soit soutenu par des éléments concrets. Le général de Gaulle, en 1958, commence d'abord par se débarrasser du boulet algérien, comme il disait, et aussi par rétablir les finances de la France, avec le plan RUEF, avec l'équilibre budgétaire, avec l'industrialisation. C'est ça, la politique du général de Gaulle. Et ce n'est qu'ensuite, lors de son second septennat, qu'il, effectivement, proclame partout, et avec brio, l'indépendance de la France. D'abord enrayer le déclin, et ensuite entamer une politique de grandeur. Exactement. C'est ce qu'on comprend. Est-ce que vous définiriez comme, sur la politique extérieure, comme une personne isolationniste, comme une personne qui refuse l'intervention dans des pays étrangers, par principe? Attendez, c'est pas la même chose. Être isolationniste, ce n'est pas possible quand on est la France. On n'est pas une île. On n'est pas l'Angleterre. On n'est pas les États-Unis, qui est une île-continent. On est au milieu de l'Europe depuis toujours. Voilà. Donc la France ne peut pas être isolationniste, c'est pas possible. L'Europe l'a défini, je dis bien l'Europe, pas l'Union européenne, l'Europe l'a défini depuis toujours. Nous sommes en définition, vous lisez l'identité de la France de Brodel, il vous expliquera très bien que nous sommes définis par l'Italie, par l'Allemagne, par les terres de Belgique où il y a les premières industries, etc., etc., par notre affrontement avec l'Angleterre. C'est pas possible d'être isolationniste en France, ça c'est une première chose. La seconde, je ne suis pas contre les interventions militaires françaises, si elles sont nécessaires, mais il faut d'abord défendre la France, le sol français, le territoire français. Il ne faut pas faire des interventions militaires au nom des droits de l'homme. Je vous l'ai dit, je suis contre l'intervention en Libye. Au Mali, je peux comprendre cette intervention qui nous a été demandée par le gouvernement malien, mais il fallait repartir très vite. Il ne fallait pas y rester, il ne fallait pas s'enliser, il ne fallait pas devenir une puissance d'occupation. Nous ne sommes pas les gardiens de l'Afrique. Les Africains, légitimement, veulent être vraiment indépendants. Je les comprends très bien. La différence, c'est que moi aussi, Français, je veux être indépendant. Et que donc, il faut régler la question de l'invasion migratoire qui nous rend de plus en plus, de moins en moins indépendants. Sur la question justement de l'intervention au Mali, c'est assez intéressant. On a vu que effectivement le Mali avait demandé l'intervention de la France pour lutter contre les groupes terroristes, djihadistes exactement, qui sévissent encore aujourd'hui dans tout l'ouest de l'Afrique. Simplement, on a vu aussi que dès que les Français se sont retirés, ce sont les Russes qui sont venus et qui sont loin d'avoir amélioré la situation, notamment au niveau migratoire. Vous avez tout à fait raison, mais parce que nous n'avons pas pris les moyens de renvoyer les immigrés dont nous ne voulons plus. Je vous le répète, il y a toute une politique à mener, à concevoir et à appliquer, que j'ai déjà développée 100 fois, une politique de lutte contre l'immigration illégale, mais surtout, j'insiste,
contre l'immigration légale. C'est l'immigration légale qui est au fondement de tout. C'est l'immigration légale qui accumule des gens venus d'Afrique et du Maghreb, et c'est l'immigration légale qui permet l'immigration illégale. Donc il faut arrêter l'immigration légale. L'immigration légale, c'est le regroupement familial, c'est les étudiants, 100 000 chacun. C'est le droit d'asile, 150 000. Tous les ans, il faut réduire tous ces chiffres à presque rien. Voilà. C'est ça notre objectif, c'est ça la politique que moi je mènerais si j'étais au pouvoir. Et je prendrais les moyens pour cela. Je voudrais revenir sur l'Algérie. Il y a eu quand même, vous avez été cité en Algérie, notamment par le quotidien Le Soir d'Algérie, quotidien évidemment à la botte du gouvernement de Tebboune, il faut le dire. Alors il vous a qualifié d'algérophobe aux côtés de Marine Le Pen et du diplomate et président de notre comité stratégique Xavier Driancourt. Qu'est-ce que ça vous a fait penser de voir ça? Écoutez, je vais vous dire, moi je ne suis pas algérophobe, je suis francophile. Voilà. C'est ma seule boussole, c'est la France et l'amour de la France. L'Algérie est pour moi un pays étranger, comme le Pérou ou la Tanzanie. Je n'ai pas été élevé dans la nostalgie, même si mes parents étaient pieds noirs et mes ancêtres aussi. Je n'ai pas été élevé ainsi. Mes parents ne sont jamais retournés en Algérie, moi je n'y ai jamais mis les pieds. Donc si vous voulez, je regarde froidement la situation avec l'Algérie et j'estime que nous ne devons plus nous laisser intimider par les rodomontades de l'Algérie, premièrement. Deuxièmement, j'ai vu dans ces textes qu'il croyait me brocarder, voire me stigmatiser en me traitant de naturalisé par décret. Il faisait référence évidemment au fameux décret Crémieux, vous savez, du nom de ce ministre de la Troisième République qui a donné la nationalité française et la citoyenneté française à tous les juifs d'Algérie à l'époque. On est en 1870, ils sont dans les 30 000. Il faut rappeler, parce que c'est souvent, cette information est souvent dévoyée. D'abord, les juifs, comme les musulmans, qui étaient les indigènes, comme on disait, puisqu'ils avaient été colonisés par la France, avaient la nationalité française. Les musulmans aussi. Pour obtenir la citoyenneté française, c'est-à-dire avoir le droit de voter et participer à la vie civique, il fallait abandonner ce qu'on appelait le statut personnel. Qu'est-ce que c'était que le statut personnel? C'était hérité de la colonisation ottomane, où chaque religion se gérait soi-même avec sa loi religieuse. Vous voyez, donc les juifs étaient régis par le Talmud et par des docteurs de la loi, et les musulmans étaient régis par le Coran, la charia, etc., et par les docteurs de la loi. Les Français ont dit, si vous voulez la citoyenneté française, il faut abandonner ce statut personnel et être régi par le code civil napoléonien. Les Juifs ont dit oui, les musulmans ont dit non. C'est la différence entre les deux attitudes qui a fait la différence de statut. Les Juifs se sont agrégés au peuple français, aux colons français, aux pieds noirs, alors qu'ils n'étaient pas pieds noirs, puisque les pieds noirs sont les gens qui sont venus de métropole pour coloniser la France. Mais, vous voyez, naturellement, on se dit pieds noirs, alors que, historiquement, on ne l'est pas, alors que les musulmans ont refusé. Jacques Soustelle lui-même, qui était pourtant un grand défenseur de l'Algérie française, reconnaissait que, contrairement au Mexique, vous savez qu'il connaissait bien, puisqu'il était un très grand spécialiste de ces civilisations perdues, disait qu'en Algérie, il n'y avait quasiment pas de mariage mixte. En 132 ans de colonisation française. C'est pour vous dire l'ambiance. Hein. Donc, moi, oui, je suis naturalisé par décret, comme disent les Algériens, j'en suis fier. Je vais vous dire, la différence entre eux et moi, elle est très simple. Je vais vous raconter quelque chose. En 1832, donc quand les troupes françaises sont rentrées à Alger, ils avaient vaincu la révolte avant de conquérir le reste du pays, la population juive de la ville les a accueillis comme des libérateurs, en chantant, dansant, un peu comme les images qu'on voit, vous savez, en 1944 à la libération de Paris. Et je suis assez fier que mes ancêtres aient réagi comme ça. Mais d'un certain côté, pourtant, on sait que durant la domination ottomane et même après, les Juifs n'étaient pas particulièrement oppressés
en Algérie et au Maghreb en général, c'est quelque chose qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même une immense inimitié qui s'est créée vis-à-vis des Juifs en Algérie qui sont aujourd'hui présents de façon uniquement résiduelle, alors qu'ils étaient de façon beaucoup plus importante auparavant. Pourquoi il y a eu ce changement? Vous vous trompez. Vous vous trompez totalement. L'histoire des Juifs dans le Maghreb est d'abord l'histoire d'un statut inférieur, le fameux statut dhimmi. Vous savez, ce n'était pas rien. Ils n'avaient pas le droit à certains vêtements. Par exemple, vous voyez, comme la couleur verte est la couleur de l'islam, je n'aurais pas eu le droit de porter cette chemise, cette cravate. Ça n'a l'air de rien, mais c'était général. Ils n'avaient pas le droit de monter à cheval, ils n'avaient pas le droit de porter une arme, ils n'avaient pas le droit même de porter des chaussures quand ils sortaient du ghetto dans lequel ils vivaient. Et ça, c'était tout le Maghreb. Au-delà de ce statut discriminatoire qui rappelle un peu, je pourrais dire, l'apartheid d'Afrique du Sud, même s'il ne faut pas faire d'anachronisme, c'était un peu ça. Par ailleurs, je vous passe les innombrables persécutions, massacres, menaces, qui ont émaillé la vie des Juifs pendant des siècles en Algérie et au Maroc et dans tout le Maghreb. Donc vous avez une image fausse. Et c'est bien pour cela que mes ancêtres ont accueilli à Alger, avec des fleurs et des chansons, l'armée française comme des libérateurs. Et dès que les Juifs ont pu, c'est-à-dire dès les années 1840, ils ont mis leurs enfants à l'école française. Ce que ne faisaient pas les parents musulmans. Vous voyez, d'ailleurs c'était la même chose au Maroc, hein, il ne faut pas se cacher les choses. Et seules les pressions occidentales pendant tout le 19e siècle ont essayé d'améliorer un peu leur sort. Et ce qui a amélioré vraiment, définitivement leur sort, c'est en Algérie, la conquête par la France, et au Maroc, l'arrivée de l'IOT en 1912 avec le protectorat français. Pour rester sur cette question aussi du soir d'Algérie, voilà, qui vous a consacré une, hein, on le rappelle, on n'invite pas nos auditeurs à aller l'acheter, bien entendu. Ils vous ont aussi qualifié, Marine Le Pen, vous et Xavier Driancourt, d'éminents membres de l'arc sioniste, je les cite. Il y a quand même aujourd'hui une vraie détestation du régime algérien qui tire peut-être pas forcément ses racines de la question dont vous parliez à l'instant, mais aussi d'une haine d'Israël qui s'étend aussi à une haine des Juifs aujourd'hui en Algérie. Vous savez, le roi du Maroc, le père de l'actuel, Hassan II, disait « La Palestine est l'aphrodisiaque des Arabes ». Je crois que ça suffit à ma réponse. Il y a aussi la question, pour rester sur la question religieuse en Algérie, la minorité chrétienne, qui était quand même assez importante il y a quelques décennies. Aujourd'hui, il n'a plus de liberté de culte, n'a plus de liberté d'exercer sa religion, de la professer. On n'a même plus le droit de se déclarer chrétien en Algérie. Comment on réagit face à ces persécutions religieuses? Est-ce qu'on doit intervenir quelque part? Est-ce qu'on doit ingérer dans les affaires algériennes pour demander à la fin de la persécution des chrétiens? On ne pourra pas, car ils estimeront que c'est leur souveraineté. En revanche, on peut leur parler de cela quand ici certains nous traitent d'islamophobes, uniquement parce que on ne veut pas du voile à l'école ou dans la rue. Nous respectons la liberté religieuse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, l'Algérie fut une terre chrétienne. La conquête musulmane est un passeport sans retour. Il faudrait que les Français d'ici s'en souviennent et le comprennent. On doit accorder le droit d'asile aux chrétiens algériens? Ils ne le demandent pas, je crois. Vous savez, ils sont très peu nombreux. S'ils le demandent, je pense qu'on leur donne. Maintenant, je voudrais aussi aborder la question d'Emmanuel Macron, dont finalement on a assez peu parlé depuis le début de cet entretien. Emmanuel Macron, il y a un complément d'enquête, il me semble, ou un off investigation, je ne sais plus exactement, qui avait révélé qu'il y aurait eu peut-être des financements
algérien à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. On sait qu'il a eu quand même une politique assez marquée pour l'Algérie. Je vais le citer, hein. Il s'était dit il y a 2 mois seulement, déterminé à poursuivre le travail de mémoire, de vérité et de réconciliation avec l'Algérie sur la colonisation française. Il y a quand même un lien particulier, non ? Écoutez, je ne rentrerai pas du tout dans ces discussions autour du financement de campagne. Je n'ai aucune confiance dans complément d'enquête. Je sais trop à quel point, aujourd'hui, pour l'avoir expérimenté, les financements de campagne sont contrôlés. Je crois que c'est beaucoup plus simple. Emmanuel Macron, comme tous les gens de sa génération et les gens de gauche, croit qu'on peut, en faisant des concessions, se réconcilier avec les Algériens et avec le gouvernement algérien. Il ne comprend pas que plus on sera faible et plus les Algériens nous mépriseront. Et plus on sera fort, plus on imposera nos volontés et plus ils nous respecteront. Emmanuel Macron a tout fait pour, comme il dit, réconcilier les mémoires. Mais il n'y a pas à réconcilier les mémoires. Il n'y a pas à réconcilier les mémoires, on n'a pas besoin. Ils ont leur pays, ils se sont séparés de la France volontairement, qu'ils vivent leur vie. Et bon vent. Nous avons notre pays, nous avons la France. Nous avons fait l'erreur de recevoir des millions d'Algériens qui, pour beaucoup, étaient hantés par cet affrontement avec la France. Vous savez, tout le problème, c'est que nous avons colonisé l'Algérie et qu'aujourd'hui, c'est le monde arabo-musulman qui nous colonise. C'est-à-dire que le colonisé est devenu le colonisateur. Et Emmanuel Macron ne veut pas le voir. Emmanuel Macron, soit il ne veut pas le voir, soit il en a peur. Vous savez, je ne dis pas, évidemment, que chaque immigré algérien ou maghrébin ou musulman se dit « je vais coloniser la France ». Non, non, il se dit « je vais venir en France pour mieux vivre, pour pouvoir travailler », parce qu'en Algérie, on ne peut pas travailler librement sans devoir payer un bakchich à une caste au pouvoir, ou alors même, s'il est plus feignant, il peut se dire « je vais aller en France pour ne pas travailler et être financé par les allocations sociales », parce que je rappelle quand même que 40% des Algériens en France ne travaillent pas, sont inactifs. Donc, il peut se dire tout ça. Mais, vous savez, Raymond Aron disait « l'homme fait l'histoire, mais il ne sait pas l'histoire qu'il fait ». Je crois aux inconscients collectifs définis par le grand rival de Freud, Jung. Je pense qu'il y a un inconscient collectif qui fait que beaucoup de peuples colonisés rêvent de coloniser et de se venger. C'est dans l'inconscient collectif. Vous savez, Frantz Fanon, je ne sais pas si vos téléspectateurs connaissent Frantz Fanon, qui était le chantre, martiniquais d'ailleurs, du FLN et de l'indépendance d'Algérie, disait « Le colonisé est un persécuté qui se rêve en persécuteur ». C'est ça aujourd'hui notre situation. Donc nous devons nous aussi faire prendre notre indépendance. Nous devons dire aux Algériens, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont français, ils aiment la France, très bien, ils sont français, ils respectent les lois, ils respectent la culture, ils respectent la civilisation française, ils s'assimilent à la France, parfait. Ils ne veulent pas, ils veulent vivre en Algérie comme en France comme en Algérie ou comme en Arabie Saoudite. Ça ne pourra pas coller, comme on dit. Voilà, c'est tout, c'est simple. Emmanuel Macron ne veut pas comprendre. Emmanuel Macron a rêvé d'être le grand réconciliateur avec l'Algérie. Il a rêvé d'une image mythique telle Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun, main dans la main. Il a rêvé de faire de même avec le président algérien au château où habitait Abdelkader, dont on parlait tout à l'heure, le château d'Amboise, je crois. Il a rêvé de cette image. Et il a tout fait pour ça. Il a échoué. Et il nous a ridiculisés, il nous a humiliés. Moi, j'ai honte quand Emmanuel Macron dit, comme candidat à la présidentielle, vous vous en souvenez, que la colonisation est un crime contre l'humanité. Je vous ai dit ce que j'en pensais. J'ai honte quand les ministres
Darmanin, pour ne pas le nommer, ou Emmanuel Macron lui-même, vont mettre des fleurs sur le martyr, le monument aux martyrs de la guerre d'indépendance. Ces martyrs-là ont tué des Français. Ils ont tué des pieds noirs, des civils le plus souvent innocents. Et nous venons mettre des fleurs sur la tombe de ces gens-là. Mais enfin, j'ai honte quand je vois ça. Ça ne veut pas dire que je suis hostile à l'Algérie, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a une dignité à respecter. Je pense que les Algériens nous méprisent quand ils voient ce genre d'indignité. Quelque chose qui a dû vous faire honte aussi, c'est la venue au Maroc de Yacine Bellatar, qui a accompagné le déplacement présidentiel. Qu'est-ce que ça vous a fait penser sur le moment? Que Macron nous humiliait une fois de plus. Et pourquoi? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas tout. Et je ne devine pas tout. Et je ne suis pas dans la tête du président de la République. Yacine Bellatar, vous savez, j'ai débattu avec lui sur CNews naguère. Faut pas croire, c'est un faux comique. Et c'est un vrai militant politique. C'est quelqu'un qui dit publiquement qu'il refuse l'assimilation et qu'il faudra que les Français se fassent à la présence de musulmans en France qui ne sont pas assimilés. Il menace les Français avec les enfants de la population musulmane qui, dit-il, ils ont préparé pour le combat contre la France. Ce Yacine Bellatar est un ennemi de la France. Il faut le voir tel qu'il est, c'est ce que je lui avais dit lorsque j'avais débattu avec lui. C'est le même Yacine Bellatar qui est devenu, par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, conseiller d'Emmanuel Macron pour les affaires, je dirais, banlieusardes. Et c'est ce même Yacine Bellatar, paraît-il, qui aurait conseillé à Emmanuel Macron de ne pas être présent à la manifestation contre l'antisémitisme. Vous vous souvenez, après le 7 octobre et les massacres en Israël par le Hamas. C'est dire comme Emmanuel Macron est mal informé de cette situation et combien Emmanuel Macron choisit mal ses conseillers sur ces thèmes-là. Et combien il craint ce que j'ai appelé sa rue arabe. Et alors, justement, sur cette question précise, le discours de la France insoumise qui se radicalise de plus en plus, il faut le dire, vous a souvent qualifié vous-même comme appartenant à la vieille France, une France qui serait dépassée, qui serait oubliée. Il y a un nouveau discours qui est en train de se tenir dans les députés de la France insoumise qui le revendiquent désormais. Ils disent la nouvelle France, c'est nous. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai bien compris. J'ai très bien compris. J'ai compris quand M. Mélenchon a comparé son électorat arabo-musulman et son électorat en général au tiers-État. Le tiers-État, qu'est-ce que c'est? Lors de la Révolution française, ce sont les paysans, les bourgeois qui vont prendre le pouvoir et qui vont guillotiner les aristocrates ou les chasser de France. On voit quel est notre sort qu'il nous promet, au moins c'est clair. Quand M. Mélenchon parle de Nouvelle France, vous avez tout à fait raison, il veut dire la France qui va remplacer la France. C'est-à-dire une France arabo-musulmane à la place d'une France judéo-chrétienne et gréco-romaine. Vous savez, ça me fait penser au mot terrible de Danton. On lui dit en pleine Révolution, mais beaucoup d'aristocrates que vous guillotinez sont innocents. Et Danton répond, oui, ils sont innocents, mais ils gênent l'avenir. Je pense que pour M. Mélenchon, pour les gens de la France insoumise, les Français de souche gênent l'avenir. Et voilà comment ils voient la France. Alors oui, vous avez raison, la France insoumise est aujourd'hui, je dirais, le parti de l'étranger. Vous savez, c'est une grande tradition en France. Je vous citais tout à l'heure le grand livre de Fernand Braudel, sans doute le plus grand historien français du XXe siècle, en tout cas un des plus grands, qui a écrit son dernier livre qui s'appelait L'identité française. Et dans ce livre, il dit deux choses. Il dit « Nous avons un problème colonial avec l'immigration
arabo-musulmane. Il dit ça dans les années 80. Un problème colonial sur notre sol, parce que c'est une autre civilisation qui vient sur notre sol. Et que deux civilisations sur le même sol, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, il explique, avec toute sa science historique, que l'une des caractéristiques majeures de l'histoire de France est qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, à chaque fois qu'il y a une invasion par une armée étrangère, à chaque fois qu'il y a un affrontement, depuis 1000 ans, une partie des Français se ligue avec ses envahisseurs contre les autres Français. Évidemment, nous qui sommes obsédés par la Seconde Guerre mondiale, on pense tout de suite aux collabos, mais écartons cet exemple. Ce sont les Bourguignons qui donnent Jeanne d'Arc aux Anglais. Je vous parlais des guerres de religion tout à l'heure. Les catholiques font venir les troupes espagnoles. Les protestants font venir les troupes anglaises et allemandes. À chaque fois dans l'histoire de France, une guerre étrangère se finit en guerre civile. La seule exception, nous dit Brodel, fut la guerre 14. Nous sommes aujourd'hui dans une situation assez similaire, avec l'électorat de Mélenchon, qui est la gauche aujourd'hui. Il faut comprendre ça. Sans l'électorat arabo-musulman et, je dirais, les islamo-gauchistes qui s'agrègent autour de ce môle arabo-musulman, il n'y a plus de gauche. Électoralement, elle ne compte plus, puisque l'ancienne classe ouvrière est partie ailleurs. Donc, ils ont remplacé la classe ouvrière par l'électorat arabo-musulman. C'est leur nouvelle classe ouvrière. C'est leur nouveau peuple de gauche, auquel s'agrègent les islamo-gauchistes, les étudiants de Sciences Po en kéfier, les bobos, etc. Tous les gens qui votent Mélenchon et qui ont voté Mélenchon en 2022, qui voteront Mélenchon plus encore en 2027. C'est ça aujourd'hui notre situation. Donc moi, mon projet, mon propos, c'est depuis le début, parce que j'ai compris ça depuis longtemps, je crois avant beaucoup d'autres, que le combat était là, qu'il n'était plus le combat contre la mondialisation, etc., comme on l'a connu dans les années 90, un combat auquel s'accrochent d'autres. Moi, je pense que c'est ce combat-là qui est essentiel. Il y a l'ancienne France, oui, qu'il faut défendre, la France, qui veut rester la France. Et il y a ce que Mélenchon appelle la Nouvelle France, et qui est en vérité le peuple islamo-gauchiste qui veut détruire l'ancienne France, qui veut détruire la France pour la remplacer. C'est ça notre enjeu historique, et c'est ça notre enjeu politique. Donc moi, ce que je veux, c'est rassembler tous les Français, quelle que soit leur confession d'ailleurs, car ce qui est intéressant, et on en revient, je pense qu'on va finir là-dessus, on en revient à notre ami Boualem Sansal. On pourrait parler d'autres, Kamel Daoud, on pourrait parler d'autres musulmans qui ont bien compris que l'enjeu, c'était le refus de l'islamisation de la France. On n'a que faire du combat contre l'islam. Moi, je sais ce que je pense de l'islam. J'en ai déjà dit beaucoup. Mais en vérité, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est l'islamisation de la France. Je me bats pour empêcher l'islamisation de la France. C'est-à-dire l'islamisation de la rue, l'islamisation des paysages, l'islamisation des esprits. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, il y a des musulmans qui sont d'accord avec moi. Il y a des musulmans qui ne veulent pas que la France devienne un pays islamique, parce qu'ils l'ont fui, justement. Ils ont fui les travers et ce qu'ils ne supportaient plus en pays musulman. Il y a les Iraniens qui ont fui l'Iran des mollahs. Il y a les Algériens qui ont fui les djihadistes du fils. Vous voyez, tous ces gens-là, il y a évidemment tous les gens qui ont fui les pays musulmans, qui étaient chrétiens ou juifs. Mais tous ces gens-là ne veulent pas revivre dans un pays musulman. Et il y a en revanche des gens d'origine, je dirais, de culture chrétienne, qui, eux, au nom, je l'ai dit, d'un universalisme dévoyé, d'un humanitarisme inconséquent, s'allient à l'islamisation et favorisent l'islamisation de la France. Et c'est ces deux camps-là qui s'affrontent. C'est ça notre enjeu historique. Et c'est ça mon projet politique. C'est rassembler les gens qui combattent l'islamisation de la France.
Bah écoutez, vous m'avez fait une merveilleuse conclusion. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Je rappelle simplement à nos auditeurs que nous avons lancé notre grande campagne de dons défiscalisés pour faire face au procès que Frontières subit face à SOS Racisme, au CCIF, aux avocats d'émeutiers. Vous pouvez nous soutenir. Voilà, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup, Éric Merci Zemmour. à vous. Après le CCIF, une organisation dissoute pour islamisme, après l'UNEF, le groupe Antifa La Jeune Garde et d'autres personnalités d'extrême gauche, c'est au tour d'SOS Racisme de nous intenter un procès. Le 11 décembre prochain, notre directeur de la rédaction, Éric Tegner, sera convoqué devant la 17e chambre correctionnelle pour injure publique en fonction de la race et de l'origine ethnique pour des propos tenus par la féministe Marguerite Stern lors d'un grand entretien chez Frontières. Cette procédure bâillon, comme toutes les autres, a pour but précis de nous faire taire. Dans ce cas, l'association subventionnée, SOS Racisme, reproche le fait que notre invité ait affirmé que les agressions contre les femmes soient surreprésentées chez les étrangers. Pour nous aider à combattre et tenir face à cette extrême gauche, rejoignez notre appel et participez à notre campagne de dons défiscalisés à 66% pour couvrir nos nombreux frais de justice. Rendez-vous dès maintenant sur www.frontieresmedia.fr, faites un don et rejoignez la lutte à nos côtés.